l'antibiostatique il a un effet anti-inflammatoire. Voilà. Comme s'il plein d'eau pendant. Non, moitié de la dose, un jour sur deux. Un jour sur deux. Donner 10 mg kilo jour, un jour sur deux. Ah oui. Parfois l'antibiothérapie alternée. Parfois il recommande l'antibiothérapie alternée. Séquentielle. Non, alternée, c'est-à-dire continue, mais on alterne les molécules. Oui, c'est séquentielle, on alterne les molécules. Sauf que le problème de l'antibiothérapie séquentielle ou alternée, c'est la sélection de germes résistants. C'est que quand le malade fait une exacerbation, vous trouvez des germes très résistants. Mais c'est parfois certaines équipes donnent cette antibiothérapie séquentielle. Ça peut être qu'il se base sur la CRP pour traiter ces infections. Parfois, Les leçons d'antibiotiques. Ouais. Fait un épidophéline. Le traitement dès les exacerbations. Tu vois un protocole qui dit prélèvement. Voilà, quand il À fait chaque traitement, on y l'exacerbation, c'est va. à ce moment-là qu'on traite par voie intraveineuse. Exactement. Alors, le cas clinique numéro 2, donc fille âgée de 6 ans, consanguinité. À 2 ans, elle fait un épisode de fièvre avec toux et encombrement. À 3 ans, hospitalisation pour pneumonie, traitée par lui, c'est la l'histoire de 3e génération. Et elle fait 4 épisodes de fièvre de toux chronique qui ont été gérés par des antibiotiques à chaque fois. À l'examen clinique, elle est fébrile, elle a une douleur thoracique, elle est tachypnéique, elle a une matité basale gauche, d'accord, et un retard saturopondéral. Faut-il déjà demander des investigations? Voilà. Très bien. Elle a une histoire clinique très chargée, un retard saturopondéral. Donc tout ceci justifie de faire un bilan étiologique. Alors vous pensez déjà à quoi? Oui. Oui. Alors, on a fait la radiothorax qui a montré une opacité homogène de presque l'hélithorax gauche, une hyperleucocytose, une CRP très élevée. Voilà. On a complété, on a traité par de l'association amoxylacide clavulanique, on a obtenu la pyrexie à J3, mais l'enfant il a gardé la toux. Et un fond de gène respiratoire. Il a gardé une symptomatologie respiratoire. On a demandé une radiothorax de contrôle, c'est à peu près le même aspect. Regardez, c'est une radiothorax de contrôle, le même aspect radiologique. Voilà. Et on a complété par un scanner thoracique et une IRM thoracique qui ont posé le diagnostic de malformation adénomatoïde kystique. D'accord? Il a été même confirmé histologiquement suite à une segmentectomie. Voilà. Vous voyez déjà, l'examen clinique, ce n'est pas un syndrome de condensation. C'est une matité basale gauche. Ça, c'est parce que dans la malformation, il y a des kystes. Donc déjà, ça, c'est à l'examen, ce n'est pas classique dans les pneumopathies bactériennes. D'accord? Et pourquoi on n'a pas développé ça avant 2 ans? Alors, apparemment, traité le deuxième l'hospitalisation, normalement. Déjà, parce que ce sont des. À 4 ans. Il était symptomatique parce que ce sont des malformations. La malformation, il augmente de volume. Là où il est devenu compressif, il a commencé à s'exprimer. Voilà. Dans ce cadre, oui. Il y a un corps étranger, donc négligé de savoir tout ça. Le corps étranger, alors quand vous faites un scanner, vous allez trouver de la dilatation de branches. Un corps étranger méconnu, négligé, c'est de la destruction branchiale. On a vu des enfants qui avaient des corps étrangers négligés, qui sont arrivés au stade vraiment de dilatation de branches. Vraiment des poumons détruits. Voilà. Là, c'est le scanner, il a confirmé le diagnostic de malformation adénomatoïde. Oui,
nettoyage radiologique, le contrôle radiologique pour juger C'est ça, l'intervalle. C'est 1 mois, 3 mois, au-delà. Une C'est infection. quand faire la radio de contrôle pour juger le délai entre Après quoi? Après une pneumopathie? Oui, après une pneumopathie, un foyer. Un mois. Alors, normalement, la radiologie, elle met du temps par rapport à la clinique. Oui, exactement. Alors, normalement, la radiographie, pour avoir un nettoyage radiologique, il faut la faire 1 mois après l'épisode infectieux. D'accord. Parce que quand vous hospitalisez le malade, il évolue très très bien, vous n'êtes pas obligé de faire de radiothorax de contrôle. C'est ça, Mais c'est. chez un enfant qui fait des infections respiratoires à répétition, il faut demander cette radio intercritique. C'est obligatoire. C'est un élément clé aussi, لأنه ما تبقاش في la récurrence, غتبقى في la La persistance. persistance, voilà. غادي C'est يمشي plus, on n'est plus dans la récurrence, Exactement. dans les pneumopathies persistantes. Exactement. Le diagnostic, c'est tout. Alors, troisième cas clinique, c'est un garçon âgé de 5 mois, consanguinité premier degré. Il fait une BV à l'âge de J22 de vie, à J37 de vie, persistance de la dyspnée avec tout, et encombrement, amélioration sous traitement symptomatique. L'évolution est marquée par la présence de 1 à 2 épisodes de dyspnée sifflante chaque mois, avec un encombrement persistant. À 5 mois, il fait une rhinorrhée claire, une toux sèche, puis il installe une dyspnée d'aggravation progressive, avec des difficultés à l'alimentation. Vous voyez la chronologie des événements. À J22 de vie, il fait une bronchiolite virale. D'accord. Après J37, persistance de la dyspnée. Alors déjà là, le fait que la dyspnée elle a persisté, ça veut dire qu'il y a une complication post-infectieuse. D'accord. Suite au premier épisode de bronchiolite virale. D'accord. Et puis l'évolution est marquée par la récidive des dyspnées sifflantes. Alors, nourrisson eutrophique, fébrile, il désature, il tire, d'accord. Auscultation cardiaque normale. Est-ce que vous pouvez évoquer à ce stade? Le reflux, oui. Non, poids. Oui. Asthme qui démarre très tôt. Non. Soit une complication, la bronchiolite, la Mucoviscidose. Très tôt dans la vie. Une malformation. Oui. Démarre très tôt dans la vie. Mucoviscidose. Oui. Il est eutrophique. Il n'y a pas d'autres symptômes. Il n'y a pas d'autres symptômes. Ouais, il y a des formes pulmonaires. Purement respiratoires. L'atteinte, c'est tardif. L'atteinte digestive, Non, des non. symptômes. De la mucoviscidose, non, il est très précoce. Le premier mois, ce sont des enfants qui peuvent avoir de la diarrhée graisseuse. Premier mois de la vie. Alors, on a fait une radiothorax, un poumon clair unilatéral. C'est le syndrome de MacLeod. On a complété. Vous connaissez ce syndrome? Alors, c'est un poumon clair qui est dû à une oblitération bronchiolaire post-infectieuse. C'est une obstruction bronchiolaire. C'est une atteinte des voies aériennes distinctes, d'accord, qui est similaire à des infections. C'est des enfants qui font des infections virales, surtout l'adénovirus et le mycoplasme. Et après un intervalle, ils vont faire des complications. C'est des enfants qui vont garder de la toux, ils vont garder de la dyspnée et de l'encombrement. C'est pas la broncho-oblitérante. Hein. Oui, C'est c'est ça, ça, c'est c'est la ça. bronchiolite oblitérante post-infectieuse. Infectieuse. Tout à fait. Alors, on a complété par un scanner, c'est un aspect typique en mosaïque des basses pulmonaires. Alors, la mosaïque, c'est une hétérogénéité de la densité pulmonaire. C'est une alternance de zones hyperdenses, ce sont des zones saines avec des zones hypodenses, d'accord, qui sont hypoperfusées. D'accord. C'est très caractéristique de la bronchiolite oblitérante post-infectieuse. Normalement, dès le premier épisode, il fallait faire un panel respiratoire.
une PCR multiplex respiratoire. la rougeole pour avoir كتعطي une أستاذة idée. وافل ولا؟ La rougeole, ما تعطيش هاد لا oui, oui, Post- elle peut donner, ah, tous les peut-être. virus peuvent donner une bronchiolite oblitérante. D'accord. Mais c'est surtout, l'adéno, l'hémophilus, le virus influenza, l'adéno, le virus influenza et le mycoplasme. علاش unilatéral علاش Alors, unilatéral, ce syndrome il a été décrit, c'est une obstruction, c'est comme une compensation d'un poumon par rapport à l'autre. Il est décrit, ça veut dire que l'oblitération, elle est beaucoup plus importante d'un côté par rapport à l'autre. دونك هو غير ديسبنيك أستاذة كيبقاو C'est des enfants qui restent dyspnéiques et le traitement, كيبقاو ce qu'on voit chez كيصفروا ces enfants, c'est surtout ils s'améliorent sur nébulisation depuis les bas. Ils sont très efficaces. Ouais. Là, vous avez dit qu'il fallait faire la PCR Un panel respiratoire, oui. Est-ce que vraiment elle allait changer l'évolution du pronostic? Non, juste pour avoir pour un expliquer la diagnostic. symptomatologie. Ne pas changer. Pas de prédisposition Mais génétique. pas dans cet épisode actuel, parce que là on est dans les phénomènes inflammatoires. C'est-à-dire on aurait dû le faire déjà au premier épisode pour avoir une idée sur un petit peu la virologie et la bactériologie, pour avoir une idée sur les complications par la suite. D'accord. Mais une fois installé, on ne va rien avoir au niveau c'est pas un mécanisme, ça veut dire que c'est un enfant, c'est un nourrisson qui va faire une infection virale. Quand vous faites la PCR, vous allez la trouver positive. Et après, au bout de quelques mois, il va développer ces phénomènes inflammatoires. D'accord. La bronchiolite oblitérante. D'accord. Et dans ce cas, généralement, c'est les sérologies. Chez certains enfants, on a fait des sérologies à mycoplasme qui ont été révélées positives. C'est comme ça qu'on a fait le diagnostic de bronchiolite oblitérante plus mycoplasme. Donc, dans notre pratique quotidienne, parce que cet examen, il coûte quand même de assez cher. Oui. Donc, est-ce que nous, dans notre pratique quotidienne, si à chaque fois on a une infection virale, est-ce qu'on, c'est-à-dire le faire, c'est juste pour juger C'est une complication rare. C'est une complication rare. C'est pas Non, fréquent. parfois le panel il nous oriente. Déjà, quand tu isoles un mycoplasme, tu vas donner d'accord. Tu vas déjà, il a un impact sur le plan thérapeutique. Donc, on pourrait déjà, quand on a une PCR multiplex positive, on va certainement adapter le traitement. Hein. D'accord. C'est vrai que c'est un examen qui coûte cher, qui doit être réalisé le premier jour, parce qu'une fois dépassé les 24-72 heures, elle n'a pas une grande valeur diagnostique, mais il oriente le diagnostic et il a un impact thérapeutique. D'accord. Il n'y a pas de prédisposition génétique, ça? Possible, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais certainement, parce que pas tous les enfants vont faire de la bronchiolite oblitérante. C'est très rare. Si certains enfants font de la bronchiolite, ça veut dire qu'ils sont prédisposés génétiquement à faire ça. S'il y a de la consanguinité. Voilà, c'est possible. Voilà, c'est possible. Le traitement, هذا alors, التريتمون le ديال traitement, c'est surtout des nébulisations de budesonide. On ne peut pas mettre un traitement de fond comme là. Le traitement de fond, ça dépend de l'évolution. Ça dépend de la fréquence des épisodes. Mais généralement, c'est des enfants qui s'améliorent très très bien sous nébulisation de bédosélite continue. D'accord. Jusqu'à amélioration de Journalière. Oui, journalière. Journalière. On avait hospitalisé des enfants qu'on avait gardés pendant 2 mois sous nébulisation. Il est sorti avec ses nébulisations de Pulmicort et vraiment il s'est amélioré. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Toutes les 4 Non, ans. 1 milligramme par jour. À long terme, c'est des enfants qui, bon, au début, la bronchiolite oblitérante, elle est très hypoxémiante. Ce sont des enfants qui sont très dépendants de l'oxygène. Voilà. C'est ça le souci. Et le risque, c'est que quand tu prolonges l'hospitalisation, c'est des enfants qui peuvent faire de l'infection microbienne. D'accord. Donc il faut rapidement aller peut-être même les faire sortir sous oxygène et sous nébulisation. Alors, voilà, bronchiolite oblitérante post-infectieuse. Alors, le dernier cas clinique, 9 ans, diarrhée chronique dès l'âge d'1 mois.
Voilà. Le problème, c'est que c'est très intéressant. Cette fille avait une diarrhée chronique qui a été mise sur le compte de la maladie cœliaque. Et effectivement, elle avait la maladie cœliaque à la biopsie. Et il y a cette association de maladie cœliaque et mucovicillose. Ce sont toutes les pathologies. Oui, il y a de l'auto-immunité. Toutes les maladies auto-immunes peuvent être associées à le diabète, la maladie cœliaque, la majorité. Voilà, donc nous on a repris l'interrogatoire. La discipline sifflante, il n'y avait pas d'intervalle. En plus, elle avait une bronchorite matinale qui n'a été pas précisée à l'interrogatoire. Elle avait la diarrhée, la particularité, c'est une diarrhée graisseuse. Parce que dans le mécanisme physiopathologique de la mucovicillose, c'est une diarrhée qui est due à une insuffisance pancréatique et c'est pour cela qu'il y a de la graisse. Voilà, donc regardez son scanner, vraiment, un poumon droit détruit, beaucoup de dilatation de branches, des dilatations de branches cylindriques. Il y a de la surinfection, des foyers de condensation. Voilà. On a isolé le pseudomonas. Et l'étude génétique, elle a confirmé la mutation F508 à l'état homozygote. Son test de la sueur, il était très positif à 107 mmol par litre. Dans notre CV, on a 50 cas de mucoviscidose. Non, on reçoit des malades de partout. La région du Nord, elle est drainée par Rabat. Nous, on a la région de Marrakech, Oujda, Fès, on reçoit de partout à peu près. Oui, on fait c'est une pathologie qu'on fait dans le cadre d'un projet de recherche. On fait le test de la sueur gratuitement et l'étude génétique gratuitement. Si vous avez des maladies. Donc c'est possible de penser à la mucoviscidose uniquement sur une stagnation fonctionnelle chez un nourrisson. Souvent ça, on l'a vu chez les malades qui avaient sur le plan génétique pas une mutation CFTR à l'état homozygote, mais CFTR-RD. C'est ce qu'on appelle les mucoviscidoses laïques. C'est CFTR related disorder. On a eu des enfants qui avaient sur le plan génétique de la CFTR-RD et c'est des enfants qui sont monosymptomatiques. Soit une symptomatologie digestive mineure, soit une symptomatologie respiratoire. Les prolapsus, il faut y penser. Les prolapsus, le test de la sueur est systématique. Une détresse respiratoire néonatale systématique. Le retard génique par le c'est un bouchon qui sort. Voilà. Ça fait suspecter aussi. Tout à fait. La trésiméconie. Alors, quand s'inquiéter devant une infection respiratoire saisonnière, quand vous avez un caractère non saisonnier, c'est des enfants qui vont faire les infections même en dehors de l'hiver, de la période hivernale. D'accord. Un début précoce, attention, ça oriente toujours soit vers une pathologie informatique ou génétique. Un retentissement sur l'état général. Quand vous avez des signes inquiétants à l'examen clinique, type stridor, qui pourraient orienter vers la laryngotracheomalacie. Vous avez une détresse de ton, de la cyanose dans les cardiopathies, une diarrhée chronique dans la mucoviscidose, un hypocratisme digital, une déformation thoracique. Alors, un examen anormal entre les épisodes, c'est l'intervallé, l'intervallé positif, et puis une radio normale entre les épisodes doit s'inquiéter. Voilà, c'est un arbre décisionnel de tout ce qu'on a dit. Voilà, donc devant toute infection respiratoire et ses déventes. Un interrogatoire pilote et un examen clinique complet va orienter les investigations. Donc dans un premier temps, on avait dit de commencer toujours par une radiothorax et puis un scanner thoracique. Lorsqu'il n'y a pas de signe d'alerte, pas de facteurs favorisants identifiés, conseil et surveillance clinique. Quand vous avez un examen clinique normal, mais des signes de gravité, il faut aller faire compléter par
un bilan ciblé en seconde intention. D'accord? Et voilà, donc le bilan de deuxième intention, vous avez le scanner, l'endoscopie, le TOGD, la pH-métrie, le test de la sueur, le bilan immunitaire et l'écho-cœur. Et bien sûr, les pathologies les plus fréquentes. Alors, et pour conclure, les infections respiratoires récidivantes basses sont importantes à repérer en raison des conséquences qui peuvent être liées soit à la pathologie elle-même, soit en rapport avec la chronicité des infections et donc la dilatation des bronches. L'intérêt d'un interrogatoire minutieux, d'accord, pour rechercher les signes spécifiques d'un examen clinique complet et bien sûr complété par la radiothorax. Et n'oubliez pas l'hémogramme. Parfois, il suffit d'analyser l'hémogramme et vous pouvez avoir un diagnostic. Le traitement, je n'ai pas parlé du traitement parce qu'il dépend de la cause. En plus du traitement préventif, et j'insiste sur la vaccination antigrippale et antipneumococcal.